musclé, on est entêté. Oh yeah! Un peu sauvage, c'est bon. On fait ce qu'on veut, notre corps, on est faf, 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 farouche. Approche-toi pas. Allô les farouches! Moi, c'est M. Nachour et j'utilise le pronom elle. Et moi, c'est Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Et on est les animatrices de votre podcast féministo-misandre préféré. Et on est... Oui, ça commence comme ça. Et on est à l'espace de coworking La Halte, 24/7. Donc, c'est un local et de l'équipement qui nous est fourni par notre média indépendant préféré, Pivot. On les salue, on les salue. Leurs chaises sont très confortables, j'ai envie de dire. Ah, c'est une belle... un beau commentaire. Oui, que c'est ça. tu leur offres aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en compagnie de Geneviève Yasmina Antonius Boileau. Allô, Geneviève! Allô! Allô, Geneviève! Alors, d'habitude, on commence tout le temps avec le mise en contexte, Oui. pourquoi Ah on te connaît. Moi, Geneviève, tu es une des seules personnes qui reste de mon entourage qui était dans mon fameux passé indépendantiste dont on a parlé souvent au podcast, que j'ai quitté parce que j'ai trouvé que beaucoup de monde était raciste. Oui, mais pas juste raciste, là, agresseur aussi, abuseur. Bon, toutes les beaux toute la mots. guirlande de Noël. Là. Toute la guirlande de Noël des istes. Fait que c'est ça. Ça me fait rire. Et t'es aussi... mon Dieu, t'as fait tellement d'affaires. C'est comme dur de te... C'est ça. OK, mettons que toi, tu voudrais te présenter. Parce que Comment moi, on ce que je présente? pourrais te présenter, c'est genre... t'es directrice générale de temps public. T'as fait le théâtre Odyssée. Ouais. T'es une des sorcières de la Tétro, où j'ai animé une soirée d'humour. T'es sur 114 CA. 11. 11. Ah, On était pas loin. On était pas loin quand même. Non, 10. Il y en a un que... OK, J'ai fini mon mandat. OK, j'étais à 104 de différence. Quand même. Mais mettons, toi, comment tu te décris, Geneviève? Eh boy! Je dirais que je me décris comme quelqu'un qui aime beaucoup les humains. Peut-être trop, peut-être plus que les humains ne m'aiment. Mais je dirais que c'est ça, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les projets créatifs. Fait que quand ça me permet de marier des valeurs ensemble, que ce soit l'égalité, la justice, le féminisme ou encore l'art, c'est sûr que c'est ça, c'est des projets que j'aime beaucoup mettre sur pied, mettons, ouais. Mais on va dire ça. Je suis une metteuse sur pied. Une préposée au mettage sur pied. Ben, t'es aussi notre go-to quand on a des questions. Oui. Organisme, fiscalité, au BNL, tout ça, en administration. On a souvent fait appel à toi pour Farouche, moi pour mon festival Hystérie aussi. Merci d'exister. Tu es une ressource inépuisable. Merci à vous autres de faire Hystérie, puis de faire votre organisme, puis de faire Farouche. Hey, moi, t'es une des personnes que j'aimerais ça qu'on soit dans la même team pour l'apocalypse. Ah oui, hein? Vous voulez Geneviève dans votre équipe? Ouais, quand c'est ça. On va s'entrebouffer. Puis t'as de la marmaille, fait que je vais m'en occuper. Fait que, tu sais, on peut comme s'aider si jamais c'est l'apocalypse, je te le dis, là. Oui, genre, on te shotgun. On te shotgun. T'es trop, c'est un peu loin, mais tu sais, on va arriver, on va venir en vélo. C'est pas si loin, Non, moi, La j'arrêtais... 85 se rend. Oui, la 85 se rend, moi, j'arrêtais pas de dire les communautos se rendent là. Oui. Ouais, puis le rêve se rend éventuellement, là. Oui, mais pas éventuellement, déjà. Oui. Je suis déjà allée en vélo. Moi, pour les gens qui le savent pas, je suis pas une très bonne cycliste. J'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à Laval, donc j'ai apprivoisé que très récemment les pistes cyclables à Montréal. T'es déjà en train de guérir ta blessure de Laval. On va te donner une chance. Merci pour le beaucoup. vélo. Puis j'ai peur. Encore, je ne circule pas hors piste cyclable à Montréal. Là. Je suis terrifiée. Évidemment, j'ai mon casque en tout temps. Mais une fois, j'ai voulu aller acheter quelque chose sur Marketplace qui était à Tétroville. Et là, je me suis dit... Là, j'ai regardé sur ma map. Puis là, ça me mettait une belle... Parce que tu peux mettre la fonction piste cyclable là, sur Google Maps. Et là, ça me mettait une belle piste cyclable jusqu'à Tétroville. Puis j'étais comme, hey, j'habitais dans Hochelaga. J'étais genre, ça se fait. Ça m'a pris 2 heures. Non! J'ai failli mourir. Mais parce que moi, les côtes, moi, je pensais que c'était plat. J'étais comme, on est en bas de Sherbrooke. Pourquoi ça monte, cette histoire-là? Bref, voilà, je voulais plugger que je suis déjà allée à Tétroville en vélo puis que j'ai regretté amèrement ce choix. Mais écoute, moi, je suis jamais allée à Tétroville en vélo puis je suis temps du vélo. Bon, ben voilà, fait j'ai ça dans ma pipe. Voilà, c'est pas ça l'expression. Hey! Geneviève, toi, c'est quoi ton parcours? Là? Parce qu'on a parlé de tout ce que tu fais. Ah ouais. Mais mettons, là, si je te demandais de ressortir tes diplômes, là, c'est quoi tes... Parce que c'est bien... Okay. Oh oui, on considère que les diplômes, sinon c'est pas ça que je voulais dire. Okay. Mais mettons, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui?
Eh boy, Parce que t'as genre une formation en théâtre, là. Oui. Comme, j'aimerais ça qu'on en parle. ça n'a pas rapport, hein? Qui c'est qui fait des formations en théâtre? Comme ça sert à rien. Ce qui est drôle de nous. Oui, il y a beaucoup de monde. On a reçu aussi Caro Mona à l'émission qui disait « J'ai fait du théâtre, puis après ça, maintenant, je fais des projets par moi-même. » Ça a l'air d'être pas mal ça là, qui arrive aux gens qui font du théâtre. Ben, tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait dire sur les institutions culturelles au Québec, mais bon, je suis pas sûre que c'est le moment. Mais bon, Non, c'est le moment. toujours le moment. C'est le moment. What's up with that? C'est quoi ta take? Ben, tu sais, je pense, grosso modo, je pense que c'est des institutions qui sont assez lourdes, qui sont très lentes à changer, qui sont rigides souvent, puis qui sont basées sur des belles valeurs, mais qui, c'est ça, ça manque de flexibilité ou de fluidité ou des fois d'audace, de prise de risque, mais surtout, c'est tellement sous-financé que tout le monde s'arrache les derniers petits bouts de sous qui restent, puis ça... Puis les 4 mêmes comédiennes. Oui, c'est ça, souvent blanc. On en fait tout le temps blanc, mais bon, écoute, je te dirais que pour moi, les institutions culturelles, puis là, tu sais, mettons, je parle surtout des conseils des arts qui font du financement, mais tu sais, même les théâtres institutionnels, tu sais, il y a vraiment, on sent qu'il y a une volonté d'évoluer, on sent qu'il y a une volonté d'aller vers le peuple, d'aller, tu sais, s'adapter aux enjeux actuels, de refléter la population actuelle, mais comme, c'est beaucoup de bonnes intentions, puis c'est souvent très maladroit, puis c'est souvent aussi comme... Je sais pas comment dire, c'est pas élitiste comme tel, mais ça devient comme élitiste par défaut à cause du sous-financement où ça devient un peu chacun pour soi. Fait que là, les rapports de pouvoir deviennent exacerbés. Puis là, ben, chacun se campe dans ses petits acquis qui sont déjà tellement maigres que l'idée de partager devient impensable. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, être une petite artiste de village, ça me plaît énormément. Je sais pas si vous écoutez Gilmore Girls, mais des fois, je rêve de devenir la Miss Patty de Tétroville. Mais t'as genre tellement exactement l'énergie. Oh, tellement. On verra. De Tétroville. Oui, Oui, vraiment. Le temps nous le dira parce que moi, je suis vraiment très à l'aise dans cette proximité-là, dans la collaboration avec les organismes communautaires, dans la médiation culturelle, l'inclusion. Puis bon, après, c'est sûr que c'est ça. Oui, j'ai une formation en théâtre. Je suis allée faire... d'abord, j'ai fait un DEC à Saint-Laurent. Après ça, je me suis dit que j'avais pas envie d'aller dans les écoles, comme l'École nationale ou le conservatoire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un cours de scène étrangère. Puis là, je me suis mis à triper sur le katakali, puis le mime parisien, puis la commedia dell'arte. Fait que là, je suis partie faire des stages à l'étranger pendant super longtemps. Puis là, quand je suis revenue après toutes ces formations-là, là, j'avais comme plus envie de faire du théâtre qu'on appelle le textocentriste. Là. Pour moi, le texte, c'est comme un des éléments du théâtre, mais c'est pas le chef. Parce que là, ça devient comme on est trop rationnel, on est trop cérébral, puis le reste trop devient dépendant comme, du au texte. service des mots. Alors que quand les mots, puis le corps, puis la musique, puis l'image se parlent, moi, c'était vraiment là-dedans que je voulais aller. Fait que c'est là que le théâtre de l'Odyssée est arrivé. Oui. Ça a duré 10 ans. Puis après ça, on s'est tanné de manger du beurre de pinot, fait qu'on a fermé ça. J'aime pas ça, les arachides. Je suis pas allergique, mais... à un moment donné, pendant 10 ans, à tous les jours, une toast de beurre de pinot, on s'aime. Ouais, non, arc. Puis non, je suis plus capable de... Non, encore aujourd'hui, mon chum mange du beurre de pinot, puis c'est... Fait que c'est-tu... Ouais. La désillusion, es-tu arrivée pendant que tu étais encore sur les bancs d'école, du système dont tu parlais, un peu rigide? C'est que, comme peut-être plusieurs personnes, ou peut-être pas, je le sais pas, quand j'ai fondé la compagnie du Théâtre de l'Odyssée, je faisais mon bac en études théâtrales en même temps, à temps partiel, puis je gérais la compagnie on the side. La compagnie, elle a duré, mettons, de 2010 à 2020, mais c'est comme en 2012 qu'on a eu vraiment notre première grosse production parce qu'il y avait la grève. Puis là, il y avait soudain plein d'étudiants et étudiantes en art qui étaient en grève puis qui avaient envie d'avoir des crédits UDA. Fait qu'on a créé vraiment une belle effervescence créatrice pendant ce temps-là. Ça a été super le fun, ça s'est développé, ça a évolué dans plein de directions. Mais, je te dirais que à travers ce collectif-là, j'ai appris toutes les difficultés de l'autogestion. J'ai constaté toute la place que peut prendre l'ego dans des relations humaines. Je me suis dit, comme il y a des écueils, des stratégies, des outils, there must be a better way. Fait que là, je suis allée faire une maîtrise en théâtre pour comprendre quels outils de stratégie, de création collective, interartistique on peut développer. Bon. Puis là, pendant cette maîtrise-là, je me suis rendu compte qu'en fait...
mon espèce de prétention à pas vouloir être politique parce que je voulais créer une espèce de langage universel, théâtral, ça me tentait plus parce que le monde était en fucking feu. Ouais. Fait que là, après ça, quand on a fondé Temps public, on a fait un show sur la crise du logement en collaboration avec le Frappru. Après ça, on s'est lancé. En quelle année, ça? En 2020, on a été fondé, puis on a fondé la compagnie en 2020. Puis on a présenté 2021, 2022. En 2023, on a fait un show sur la crise migratoire qui s'appelle Mouvement de terrain, en collaboration avec des groupes d'accueil aux migrants. Puis c'est ça, on a vraiment développé une façon de créer des œuvres où on fait des ateliers de médiation culturelle pour libérer la créativité puis la parole des premières personnes concernées par les enjeux qu'on aborde. Puis suite à ça, on crée comme un cercle de témoignages où on vient vraiment absorber un peu toute la matière première qui est le savoir expérientiel des personnes avec qui on jase, dans des comités logement ou dans des centres d'accueil immigration, dans des centres de femmes, tout ça. Puis c'est à partir de ça qu'on fait des impros, des perfos, en playback avec eux autres, où est-ce qu'ils nous donnent leur rétroaction, ils nous disent « Ah, ce personnage-là, il est un peu too much. Ah, cette musique-là, ça fit vraiment bien. Ah, ce serait le fun qu'il arrive tel genre d'affaires. » Ou, fait que la fois d'après, c'est plus la même œuvre. En fait, c'est des étapes de création qui nous permettent d'écrire. Et puis, c'est vraiment une écriture qu'on appelle une écriture de plateau, parce qu'on écrit sur le plateau. Faites du rodage d'humoriste, dans le fond. En fond, on fait juste du rodage d'humoriste. Ouais, c'est ça. Exactement. Moins les jokes sexistes. Et moins les humoristes qui veulent absolument pas avoir l'avis du public. Oui, c'est ça. C'est de même que c'est arrivé un peu le théâtre. Puis en parallèle de ça, il y a eu toutes les affaires de financement, puis de politique, puis de les affaires qui payent le loyer. Là. Mais c'est pas mal comme ça que le chemin d'études en théâtre c'est dessiné. Puis je suis devenue comme... Ouais, je suis devenue un peu comme une directrice générale par erreur. Comme, à un moment donné, je faisais avec Coralie d'ailleurs, on faisait du canvas. Eh oui. Savez-vous c'est quoi ça? Ça, on demandait du cash. On était les fatigants qui demandent du cash dans le métro. Les vestes, les cartables, là. Oui, Allô, tu connais ça? Oui, là, c'est ça. oui. Mais, ouais. Ça, c'était pour le mouvement Québec français. Oui, toi, avec toi, c'était ça. Ouais, toi, tu t'as fait Public Outreach moi, j'ai aussi. fait, moi, j'ai fait Greenpeace après. Ouais. On était comme « Hey, ho, hey! » Mais c'est ça. Puis là, comme j'ai découvert que ces affaires-là, c'est des grosses corporations multinationales qui chargeaient vraiment cher aux ONG pour que des employés fassent des résultats quand même médiocres dans la rue. Fait que là, tranquillement, on est allé vers une espèce de modèle où est-ce que ce travail-là professionnel serait comme géré par et pour les organismes à travers une structure d'OBNL. Puis c'est comme un peu comme ça que je suis devenue entrepreneur. Avec les années, on a créé ça dans différentes formes. D'abord avec le Mouvement Québec français, mais après, on a fait projet Élan. Puis là, c'est devenu... C'est ça, j'ai comme appris à gérer des budgets, des échéanciers. Je faisais des budgets de caisse sur 3 ans, puis des états prévisionnels. C'est des mots que je Mon Dieu, le monde est comprends même pas. là, ça avait pas rapport. Comme j'étais genre, voyons, j'ai une maîtrise en théâtre. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est ça. C'est de même, c'est arrivé. Oh, wow! C'est drôle. C'est quoi les pires choses que vous avez entendues dans la rue là, en travaillant en sollicitation? Moi, je fais ma part, je recycle. Ah ouais, ça. Ouais. Moi, c'était à Greenpeace. Ça m'a amené, moi aussi, j'ai eu... moi, j'ai fait du yoga pour l'environnement. Mais voyons! Sur le plateau. Je me suis fait dire ça. J'étais genre, bonne journée, madame. genre, je ne sais pas quoi vous dire. Ouais. Mais au Mouvement Québec français, ce que je trouvais ça fou, c'est que souvent, les gens en tout cas, moi, les gens que je signais, c'est souvent des gens de l'immigration qui disaient hey, moi, j'arrive ici, on me dit qu'il fallait que je parle français. Puis là, j'arrive, je suis pas capable de me trouver une job parce que je parle pas anglais. Ah ouais, ça, c'est tout le temps. Ouais. Puis ça arrivait tout le temps, puis qu'ils comprenaient ça. Puis là, des fois aussi, on se faisait traiter de raciste parce qu'on... Puis là, après ça, il y a, vraiment des bons points là-dessus. Ça, là. Mais ce qui était drôle, c'est que des fois, c'était beaucoup des anglophones, mettons. Puis ils étaient unilingues anglophones, puis ils nous criaient genre « Je vais apprendre le français quand t'apprends l'anglais. » Puis là, on était comme... So, hi, mister, I speak English. Puis là, il était comme... C'était quoi les revendications du mouvement français pour les gens qui connaissent pas? Écoute, je m'en souviens plus vraiment exactement. Mais ce que je trouvais cool, puis que je sais que la SSJB, je pense qu'ils l'ont refait, c'est qu'ils faisaient, mettons, des cours de pair, là. Fait que tu pouvais comme arriver avec plein de nouveaux arrivants qui parlaient en français entre eux pour que ça devienne la langue commune. Fait que de juste genre, hey, on parle en français, mais un club de conversation. Ouais, un club de conversation. Fait que t'as du monde de partout que quand ils se parlent en français ensemble, ben, tu sais, au lieu d'apprendre un français parisien ou québécois, ben là, au moins, tu sais, comme, ils
ils gossaient le français ensemble. Fait que ça, je trouvais que c'était un bon truc. Le reste, je sais plus si je serais d'accord avec toutes les il y avait le financement des universités là, que je trouvais quand même, tu sais, je veux dire, je me souviens plus c'était quoi, là, mais c'était ridiculement, obscènement trop élevé, le financement des universités anglo par rapport à la population, là. Il y avait des affaires, tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que de base, je crois que toutes les langues ont une richesse puis méritent d'être préservées. Les plus en danger sur le territoire en ce moment ici, c'est peut-être pas le français. En effet, il y a un recul, mais tu sais... C'est les langues autochtones. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, quand je suis partie du projet là, mon chum puis moi, on s'est mis à prendre des cours d'Innu pour le fun. Là. C'est notre date du lundi soir. Puis, tu sais, je me suis rendu compte à quel point, comme, asti, on est là puis on parle de la langue française puis de comment c'est menacé. Puis, c'est pas faux en soi. C'est vrai que la tendance est à la baisse, mais crime... ça n'aurait pas autant de priorité. C'est que, en fait, c'est le 2 poids 2 mesures qui m'énerve. Là. C'est le fait que, tu sais, on a tout un ennemi commun, c'est l'impérialisme britannique, tu sais, puis il y a une diversité, une richesse qui se perd à cause de cette hégémonie-là, puis crime, on se parle pas, puis on s'entraide pas, puis, tu sais, le monde qui revendique la protection du français, là, sont où quand on fait des manifs pour les langues autochtones? Sont où quand on... Tu sais, à un moment donné, c'est niaiseux de pas s'allier, mais ça, c'est un problème général dans la gauche. Ouais. On s'allie jamais parce que c'est ça. Bon, mais ça serait hot, tu sais, mettons, qu'on soit tous en crise contre le bon ennemi. Ouais. Et c'est drôle, on a parlé de ce sujet-là dans chaque podcast qu'on a fait depuis le début de l'été. Oui, ben ça a été la Saint-Jean, ça a été la grosse affaire, mais c'est drôle parce que Pascal Wynne, que j'ai déjà reçu à mon podcast, mon Dieu, fut un temps, Gauche, qui est un militant pour le logement, mais en même temps, c'est pas clair. En tout cas, on pourra pas l'avoir au podcast parce que c'est un monsieur, malheureusement. Désolé, il est intéressant. Monsieur. Mais sur Facebook, il parle beaucoup il l'appelle le français laurentien. Je trouve ça assez beau. Pas pour parler du français québécois, mais de comment on devrait mieux enseigner la grammaire du français laurentien aux nouveaux arrivants en francisation, parce qu'en ce moment, les examens de francisation, c'est des examens super parisiens. Ils envoient l'examen en France pour le faire corriger. Aïe, aïe. Fait que là, puis ça avait été l'année passée, je pense que si on vous retrouvez à la Radio-Canada, on en avait parlé, là, mais mettons, t'avais genre des Congolaises qui parlent super bien français, qui faisaient le test, puis là, c'était des affaires genre le lycée, mais il y en a pas de lycée au Québec, là. Fait que là, il coulait un test de français alors qu'il parle français parce qu'il était corrigé en France. Puis il y a tout aussi cette affaire-là de comme des fois, ils apprennent un français que c'est pas le français québécois qu'on parle. Fait que là, il y a comme un décalage aussi. Fait que lui, il disait que une forme de résistance, ça serait puis il est d'origine vietnamienne, mais une forme de résistance, ça serait d'enseigner le français laurentien puis d'expliquer que, on va dire à la maison, on va pas dire à la maison. Tu sais, comme pour mieux le comprendre aussi, je trouvais ça fascinant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, comme depuis que mon chum a commencé une maîtrise en linguistique, je suis fascinée par tellement d'affaires là, sur l'évolution des langues puis comment ils se transforment au contact les unes des autres. Là. Mon chum m'a appris un mot, là, glottophagie. Okay. Ça, c'est la tendance d'une langue à en manger une autre. Ah! C'est hot, hein? C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Moi aussi, j'ai eu... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je suis très contente de l'avoir eu. J'ai eu un cours de linguistique au cégep. J'ai étudié en com au cégep. Ben ouais, OK. Sure. Je pense que c'était mon cours préféré. C'est genre fascinant d'apprendre le français québécois versus le français international versus où est-ce qu'on place notre langue dans notre palais, qu'est-ce qui fait que c'est québécois. Les mots en « oun », on a pas mal juste ça au Québec, des barbouillettes, des trucs. C'était fascinant. Puis oui, c'est là aussi que j'ai appris plus sur l'Inuktitut. Je veux juste dire, tantôt t'as dit, moi et mon chum, on a appris l'Inu, c'est notre date du lundi soir. Goals. Comme je dis, genre, c'est la phrase la plus belle et romantique que j'ai jamais entendue. On n'a pas appris les nous. Vous avez pris les cours. Long en tabarnouche à apprendre les nous. Je pense qu'on a fait 3 ans de cours, puis genre, je suis à peine capable de dire 3 phrases. Là, c'est vrai. Mais en même temps, la prof qu'on avait, shout-out à Meniam Tchernish, c'était vraiment une approche, puis là, ça se transforme encore plus. Elle a vraiment un concept fabuleux là, qui est en train de se construire. Mais là, ça va être à Québec parce qu'elle a déménagé. Mais tu sais, c'est vraiment un concept où la langue est porteuse de philosophie. La langue est porteuse de manière de voir le monde, de manière de se voir les uns les autres. Fait que c'était vraiment un cours de culture, en fait. Tu sais, genre à Noël, on jouait au bingo en Innu, là. C'était ça l'activité. Mais c'est parce que, tu sais, c'est tellement une activité importante dans les communautés, dans plusieurs communautés, le bingo. Mais là, ça nous faisait apprendre nos chiffres. Tu sais. En même temps, ça nous faisait aussi comprendre à quel point les chiffres,
c'est comme une espèce d'invention. C'est drôle parce qu'ils ont commencé à nommer les chiffres potentiellement au contact des colons. Parce qu'avant, ils disaient comme une petite quantité, une moyenne quantité, une grosse quantité, puis c'était comme suffisant. Mais là, l'affaire super cartésienne de dire 42, mais ça, c'est des mots qui ont comme 75 syllabes, ça se peut pas parce que personne disait ça à ce moment-là. En tout cas, fait que je trouve que c'est tellement riche. Là. Si vous avez la chance, tout le monde, de faire l'effort, tant qu'à apprendre le portugais ou l'espagnol, ou d'aller apprendre des langues du territoire où on habite, là, c'est pas juste une expérience de vocabulaire ou de communication de base. C'est vraiment une façon d'entraîner notre cerveau à faire des chemins différents aussi. En tout cas. Moi, je suis curieuse, vu qu'on s'est connus dans le milieu indépendantiste. Moi, ça me fait rire, en fait, parce que là, ceux qui vont voir, tu as ton petit foulard palestinien, ta coffee. Ben, ça s'écrit kéfié. Moi, en arabe, je dis koufia, mais... Ouais, c'est koufie. Bon, je sais. Bon, si tu dis koufia, personne ne va comprendre. Si tu dis kéfi, il y en a peut-être une gang. Ouais, c'est ça. Fait que tu le portes, puis moi, ça me fait rire parce que t'as mis... je pense que t'as mis avec sur Facebook, dans le coin du 7 octobre 2023, t'avais remis une photo de profil de genre 2011 avec ton foulard puis le drapeau palestinien. Puis moi, quand j'ai revu la photo, j'ai fait « Oh mon Dieu, je me rappelle de Geneviève à ce moment-là. » Je me rappelais de ça parce que... Tu veux dire drapeau du Québec ou drapeau palestinien? Le drapeau palestinien, oui, okay. Parce que c'était... Il y avait eu un blocus en 2011-2012. Moi, depuis que j'ai 16 ans, là, je fais chier tout le monde avec la Palestine. C'est ça! C'est ma cause, puis je pense que j'ai tellement grandi là-dedans aussi. Ma mère, elle est égyptienne, puis c'est une militante pour la Palestine. Je veux dire, elle a été personne ressource à la radio dans les années 80. Puis ton oncle, c'est Rachad Antonius. Ouais, mon oncle, c'est Rachad Antonius, l'expert en Moyen-Orient. Okay. Fait que c'est sûr que j'ai baigné là-dedans, puis ça m'a politisée très, très jeune. Là. C'est comme la première cause qui m'a mobilisée comme par les tripes. Puis, ouais, c'est sûr que ça me hante à tous les jours. Là, c'est ça, j'allais dire, comment tu vas depuis depuis toujours, bien. Mais depuis le 7 octobre? Ah non, pas bien. On peut pas vivre notre vie normalement, là. Comme... Ah non. Puis, tu sais, j'ai perdu une de mes meilleures amies, là, qui ouais, elle est russe, israélienne, puis ça faisait depuis secondaire 2 là, qu'on était comme les deux doigts de la main. Puis là, après le 7 octobre, c'est devenu irréconciliable, tu sais, puis c'est super dommage, parce qu'après 20 ans d'amitié, mais... Je peux plus. Non. Est-ce que vous avez eu des discussions là-dessus ou c'était plus comme... C'était même pas... T'aurais eu l'impression de parler à un mur, là. C'était trop... Mais tu sais, je veux dire, quand tu vis en Israël puis que tu as 5 ans puis que tu descends d'un autobus puis que tu vois l'autobus exploser tout de suite après que tu sois descendu de l'autobus parce que le Hamas a mis une bombe dans ton autobus, tu sais, je peux comprendre que c'est difficile pour toi... De tasser les traumas, les émotions, le lien personnel, puis de voir l'enjeu géopolitique. Puis global, tu sais, ouais. Fait que j'ai toujours été conciliante avec cette amie-là, parce que pour moi, elle avait tellement d'autres qualités. Puis pour moi, on s'entendait sur la base, qui était, tu sais, la violence, ça... la guerre, ça tue, c'est jamais une bonne idée. Ouais. Fait qu'on s'accordait à partir de là. Mais là, c'était plus un enjeu géopolitique, là. Ça devenait un enjeu humanitaire, là, tu sais. Puis là, tu sais, c'est... Elle était trop brainwashée, tu penses? Elle voyait pas le côté palestinien du tout, du tout. Tu sais, à cette époque-là, je sais pas où est-ce qu'elle en est dans ses réflexions maintenant, parce qu'on ne communique plus. Mais tu sais, à cette époque-là, c'était vraiment... critiquer Israël, c'est être pour le Hamas. Au fond, OK. C'était vraiment ça, puis... Elle tu sais, c'est une maman, elle amène sa famille en vacances en Israël l'été. C'est comme... Ses beaux-parents sont venus d'Israël habiter dans sa maison. Tu sais, fait que c'est comme... Ouais, c'est comme une propagande que ça doit être super dur à déconstruire quand t'es là-dedans. Là, ouais. Je voulais la garder dans ma vie. Je trouvais ça important qu'on puisse avoir un dialogue avec des gens qui sont aussi diamétralement opposés politiquement. Parce que, tu sais, on est tellement dans nos chambres d'écho avec les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, c'est devenu trop dur d'aimer aussi fort quelqu'un qui défendait un génocide. Ouais. C'était juste plus possible. Je comprends. Ouais, moi aussi, j'ai une amie là, que ça fait une rupture d'amitié un peu... elle était pas aussi proche de moi, là, mais comme quand c'est arrivé...
elle a fait le voyage aussi, là, quand tu retournes en Israël. Tu sais, elle avait fait son birthright. Tu sais, fait que je comprends qu'elle était comme vraiment dans ce moment-là. Mais ils ont des bons PR, Israël. Ils Ouais, ont bien oui, fait puis- leur job. Puis, là. tu sais, elle avait de la famille qui est morte dans les kibbutz, là, qui se sont fait attaquer par le Hamas. Fait que là, c'est sûr qu'au début, tu fais comme... Tu sais, en octobre 2023, on s'entend, j'y donnais le bénéfice du doute. Elle est enceinte. Elle m'a amené, elle mettait des stories, tu sais, sionistes. Puis après ça, elle se faisait menacer de mort, de genre, on va te tuer toi puis ton bébé. T'es comme, hey, non, tu sais. Puis Ça, c'est jamais correct. là. ouais, c'est ça. Puis là, moi, j'étais comme une de ses seules amies qui était pro-Palestine, mais qui la comprenait. Fait qu'elle était comme hey, what's up, Coralie, comme je capote, tu sais. Fait que, genre, j'étais vraiment là pour elle au début. Puis, tu sais, c'était plus important pour moi d'être son amie, puis pas tout. Mais là, plus la guerre a continué, plus elle mettait de la propagande sioniste. Puis j'étais comme, je peux plus. Un moment donné, il a fallu que je lui demande, es-tu pour le meurtre d'enfants? Puis elle a fait, comment tu peux me demander ça? J'étais genre, c'est pas une réponse. Puis elle m'a pas répondu. Fait que j'étais comme, je peux pas. Parce qu'on est, à un moment donné, on est trop loin. Le dialogue est comme plus possible. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez ressenti ça avec vos amis. Moi, j'ai pas d'amis dans cette situation-là, mais je le vois, mettons, les personnes sionistes sur Internet, qu'est-ce qu'ils disent. Puis ça a l'air d'être... C'est comme tout le temps les mêmes phrases. Ah oui, vraiment. C'est comme ils se sont fait dire ces phrases-là, ils les ont enregistrées, puis là, ils les répètent, puis on dirait qu'il n'y a pas... Ben, ils ont l'empathie is out the window. Là, non, t'sais. parce que... Non, puis on les voit, les témoignages, hein, il faut les tuer quand ils sont jeunes, parce que sinon, ils deviennent des terroristes. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de civils à Gaza. Il y a pas de... C'est tous des terroristes. C'est tous des terroristes en formation ou avérés, et Exact. il n'y a pas de droits humains applicables. C'est ça, ils On se ont... défend. Mais ils ont bien fait ça, pour vrai. L'armée israélienne, Benjamin Bibi, comme on l'appelle affectueusement ici, je sais pas, c'est vraiment ancré en eux. Ils ont, pour vrai, chapeau. J'ai jamais vu un aussi bon job ouais, on a de fait. la gauche a quelque chose à apprendre de Oui. ça, de comme qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, pour mais ça... créer cette affaire-là. Mais tu sais, puis c'est pas juste Benjamin Bibi, là, ça fait 100 ans que Oui, c'est dans ça. les cartons, ce génocide-là, projet-là, et puis ce nettoyage ethnique-là, et puis d'ailleurs, je vous envisage, d'ailleurs, je vous encourage à lire le livre de Rachad Antonius, Oui. mon super-oncle, qui parle de la Palestine, cette guerre de 100 ans. Et puis c'est ça fait 100 ans que c'est en préparation, puis que c'est en action. Ça n'a pas commencé à 48. Là. Non, c'est ça. Ouais. Puis ça n'a pas commencé le 7 octobre non plus. Ah C'est non, sûr ça... non. on le voit beaucoup plus dans nos téléphones, dans notre quotidien. Puis là, c'est comme... Ah oui. Là, tu sais, pour moi, c'est comme, oui, ça fait 100 ans, ça fait 75 ans, ça fait peu importe où est-ce que les gens ont commencé à sentir leur empathie pour ça. Mais là, c'est comme un point de non-retour de comme, là, il n'y a plus d'excuses. Là, comment, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on voit, on se réveille le matin avec des bébés spot-tête, esti, comment tu peux te ranger d'un côté génocidaire, je sais Puis pas. là, Bibi, il a proposé à Donald mais non, Trump mais d'être Le prix Nobel de la Oui. paix! Mais pour vrai, j'ai double-checké, comme tout le monde. Est-ce que c'est The Onion? Est-ce que c'est un Non, truc j'ai vu une satirique? vidéo, là. Puis là, tu fais comme... Non, c'est ça le monde dans lequel on vit en ce moment. C'est une dystopie comme... Puis what's next? Puis il a dit, moi, ça m'a fait rire, il a dit genre, il a arrêté une guerre après l'autre. Il n'y a aucune guerre qui a été arrêtée. Ils ont tous été partis un peu par les États-Unis si on check l'histoire. Fait que- Ouais. Mais tu sais, c'est des genres d'affaires... Tu sais, je pense qu'il va falloir... Comme on va devoir commencer à s'habituer aux changements climatiques et aux trucs de naturels extrêmes, là, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à ces... Tu sais, il y avait... C'est quoi, l'année passée, là, où la Riviera Gaza, là, avec les figures de... Non, c'est cette année. C'est cette année. C'est juste qu'on dirait qu'il s'est passé 22 ans. Mais dans le sens, depuis il y en a le début de Ils ça la sortent fait 3 parler. inepties par jour, c'est la Ouais. stratégie médiatique. Mais non, mais là, c'est les camps de concentration. Oui, Ouais. Là, c'est ça, là. C'est les camps de concentration, puis c'est même pas... Alcatraz. Ah oui, puis Alligator, Alcatraz aux States, mais les camps de Ah oui, tu concentration veux dire à Gaza, en ouais. Palestine. Ouais. Oui. Ouais. Mais là, c'est comme... En tout cas, moi, je me rappelle, à un moment donné, je pense que c'était toi, Coralie, dans un podcast, qui avait dit... Genre, ma psy m'avait recommandé d'arrêter d'écouter les nouvelles. C'est toi qui avais dit ça? Ça se peut, ouais, mais il m'a dit. Moi, genre, je comprends pas comment j'arriverais à faire ça. Je comprends pas comment... Je comprends là, qu'en ce moment, ça affecte notre santé mentale d'être au courant de ce qui se passe. Mais comme, est-ce que vraiment vivre dans un monde alternatif, isolé de la réalité, Ouais. pour le bien de notre santé mentale, c'est souhaitable?
Comment on rend ça Ah non, supportable? c'est ça. Ben, il y a tellement un pont entre aussi. Tu sais, mettons, moi, j'étais vraiment. Ma mère est pas mal là-dedans. Il faut tout le temps que je dise, maman, OK, on arrête le doom scrolling à m'amener. Mais tu sais, il y a le doom scrolling où tu. Parce que C'est plus sain à un moment donné de ben, c'est plus sain de hyperfixate. comme vouloir tout savoir. Tu sais, Ouais. il y a trop d'informations à m'amener. Si tu passes des heures et des heures sur comme. Tu sais, en ce moment, avec les raids là, de ICE là, aux États-Unis, tu sais, puis moi aussi, je suis sur le bord, mais je suis comme, OK, c'est beau. Tu sais, je veux quasiment toutes les voir, les vidéos. Mais m'amener, tu peux pas arriver au bout, puis l'algorithme, il va tout t'épousser. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose de sain de s'en départir, mais je pense que genre 15 minutes par jour de regarder les nouvelles, t'es au courant de ce qui se passe, puis tu peux passer à autre chose. T'es pas obligé non plus de passer 3 heures de temps à comme checker des photos qui vont te traumatiser aussi. tu sais. Mais les gens qui font ça, c'est du déni, là, dans le sens, c'est... Qui regardent pas du tout. Ouais, ou qui sont comme, ah non, moi, j'écoute pas les nouvelles. Mais t'es irresponsable. Ouais. Je suis désolée. Ouais. Moi, je trouve ça irresponsable. Puis c'est parce que oui, puis on en parle même, mettons, avec des amis qui vivent du racisme ou qui vivent, je sais pas moi, de la transphobie ou de l'homophobie. De comme, c'est sûr que ta vie est beaucoup plus belle puis beaucoup plus douce quand tu te fermes les yeux puis t'es comme, mais non, tout va bien. Mais quand tu t'informes, c'est sûr, c'est confrontant puis ça fait mal. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu regardes pas les nouvelles qu'il se passe pas des atrocités dans le monde aussi, là, tu sais. Moi, ce qui me flabbergaste, en bon français, c'est le monde qui ont des enfants dans leur vie, soit qui sont parents ou soit qui ont des... Tu sais, puis qui se dissocient de ce qui se passe dans le monde. Puis je suis comme, mais est-ce que vous vous rendez compte que ces petits êtres-là que vous aimez vont devoir vivre avec les conséquences de votre silence? Exact. Ah, c'est bien dit, ça. Ah oui, ça me fait du bien, ça. Parce que, je veux dire, tu peux pas faire semblant que ça existe pas quand ça va être directement un impact grave sur des humains que t'aimes puis qui vont être là après toi. Là. Tu sais, Ouais. c'est comme... Mais j'ai envie d'élargir ça aux professeurs. Mettons, j'en connais Ouais. des profs qui lisent pas le journal, puis je suis comme... Mais on te confie les enfants de demain, dans les adultes de demain, 12 heures par jour. Tu sais, comme comment... Tu sais, les profs, les journalistes, moi, je mets tout le temps Ben, la pression sur les artistes. Ben les oui. artistes qui prennent pas leur tribune pour parler de ça. Je suis comme, mais tu sers à quoi? Exactement. Ben oui, mais juste qu'on se faisait dire tantôt par Émilie et Annick, là, qui disaient qu'il y avait des profs qui disaient le terme amérindien à leurs enfants. T'es comme, voyons, En t'es 2025, professeur, là, 2025, tu peux Puis pas qu'elle faire savait ça. pas. Qu'elle savait pas que c'était pas un bon terme. tu Ah sais. non, mais c'est long à changer, ces affaires-là. oui. Hein? Moi, je suis sur le conseil d'établissement d'une école primaire. C'est-tu un des CA? Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, il y avait un article qui était sorti là, sur le fait que l'homophobie gagnait du terrain dans les écoles, qu'il y avait une régression de la tolérance, tu sais. Puis là, j'ai proposé au conseil d'établissement qu'on essaye de faire une campagne de sensibilisation avec le Gris Montréal, puis qu'on les invite à venir dans les classes de 5e année, 6e année. Puis, tu sais, ça a été mis à l'étude, ça a été, tu sais, ils en ont parlé aux professeurs, ça a fait de son chemin. Finalement, non, on considère que les cours d'éducation sexuelle font la job. OK. Hein? Et my God. OK. C'est ça, c'est des mentalités qui sont super lentes à changer. Puis, tu sais, quand tu rentres dans un contexte, tu te dis, il faut en parler jeune aux enfants parce que c'est l'éducation qui va tout changer. Mais en même temps, c'est mettre beaucoup de poids sur des institutions qui sont déjà sous-financées puis avec des profs déjà débordés. Sauf qu'à un moment donné, comme conseil d'établissement, mettons, je pense qu'on a une responsabilité aussi de mettre les priorités à la bonne place. Puis, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'on ne discute pas de qu'est-ce que la commission scolaire achète. Comment ça se fait qu'elle finance le génocide, la commission scolaire, en ce moment? Comment ça se fait que quand il y a une régression de la tolérance puis une augmentation de l'homophobie dans les écoles primaires, on ne fait pas un plan d'action? C'est comme, oui, la lutte à l'intimidation, là, c'est important, mais ça fait 10 ans là, qu'on en parle, la lutte à l'intimidation. On peut-tu Élargir évoluer? un peu, oui. ouais. Non. Ouais. Mais c'est drôle, ça me fait penser, puis tu as répondu un petit peu, mais mettons, c'est comment être une maman de 2 enfants en bas âge en ce moment dans le shit show actuel qu'on vit, ou c'est comment être une maman puis être féministe, c'est comment être une maman puis être woke. T'sais, on dirait que des fois, il y a des contradictions qui arrivent dans nos valeurs avec ça. Des fois, on est vraiment fiers de nous. Genre, quand ma petite a dit à ses amis que non, faut pas acheter du McDo parce que ça paye pour les bons magasins. Puis qu'elle comprend. Tu sais, à 6 ans quand même, là, c'est tout petit. Mais elle comprend. Elle est comme, moi aussi, j'aime ça, les McCroquettes, mais c'est plus important que les enfants vivent. Tu sais?
Ou genre, je trouve ça drôle quand on est dans des manifs puis qu'elle voit la police puis qu'elle fait « Si la police nous suit, c'est parce qu'elle nous appuie! » Tu sais, des petits moments comme ça, là, quand mon fils il crie pour le droit au logement, quand il voit des campements, tu sais, bon. Mais il y a des fois où j'ai peur. J'ai vraiment peur. Parce que on peut pas les protéger de tout, puis c'est tant mieux. On peut pas les empêcher de souffrir, puis c'est tant mieux. Mais on peut pas non plus prendre d'assaut tout l'environnement extérieur puis déconstruire chacun des petits conditionnements qui s'invitent dans leur cerveau, tu sais. Puis la construction de l'identité de genre, là, moi, là, au quotidien, en live dans ma maison, je vois ça. Là. Je vois leur petit cerveau de 4 ans et demi puis de 6 ans tranquillement apprendre à se définir selon les codes sociaux genrés qu'on leur apprend. Puis il faut qu'on fasse des choix, là. Ça ressemble à quoi, mettons? Genre, je veux pas ça, c'est pour les filles? Ou... Mais non, mais non, plus subtil que ça, plus insidieux que ça. Tu sais, à la garderie, il joue à la famille, puis là, l'éducatrice a dit, ben il y a le papa puis la maman. Attends, là, le modèle familial, il est pluriel. Pourquoi? Tu sais, c'est pas la seule réalité. En plus, dans le groupe, il y avait des enfants qui avaient des papas gays, il y avait des enfants qui avaient un couple polyamoureux comme parents, il y avait, tu sais... Puis tu sais, dans la cour d'école, là, le jeu de corde à danser, là, crème à la glace, limonade sucrée, dites-moi le nom de votre cavalier. Ouais. Mais là, pourquoi on prend pour acquis que c'est un cavalier qu'elle va avoir, ma petite fille? Ouais. Tu sais, mais c'est un paquet d'affaires de même. C'est tout petit. Mais à cet âge-là, ils vont tout assimiler. C'est ça, c'est des éponges. Fait que là, je vais-tu commencer à aller dire à l'éducatrice du service de garde que ce jeu-là, il est hétéronormatif, puis que ce serait peut-être le temps de le remettre en question, puis de changer parole, ou de, tu sais. Fait que c'est quoi? Tu t'occupes de ton enfant, de lui montrer la pluralité des possibilités. Ben, puis je choisis mes combats. Ouais, aussi. Je choisis mes combats. Tu sais, des fois j'essaie de me monter aux barricades, puis d'aller au bout de mon idée puis de faire valoir mon point, mais des fois, tu sais, tu veux pas tout le temps être that mom. Tu veux pas être la woke Ben, s'en va, Ben, ouais. t'as d'autres choses dans ce sens, c'est ça. Tu choisis tes combats, t'es fatigué, tu travailles, t'as des lunchs à faire. Quand la prof de danse a fait danser mes enfants sur du Michael Jackson, là, au spectacle, je vais-tu être la maman qui fait comme « Mais pourquoi tu fais ça? T'es au courant de ce que ça... » Tu sais? C'est ça, ça dépend de ton niveau d'énergie aussi à débattre. Là, exactement. Il faut qu'on fasse des choix, puis c'est effrayant de voir à quel point c'est vertigineux la quantité de combats qu'il faut abandonner au quotidien. Puis en se disant que chaque choix qu'on fait, on sait pas c'est quoi l'impact. Puis je suis curieuse, qu'est-ce que tu penses, puis je le dis en toute genuinely, qu'est-ce que tu penses du discours de faire des enfants en 2025, par exemple, c'est avec la crise climatique, avec tout ce qui se passe, c'est irresponsable ou ça n'a pas de bon sens? Qu'est-ce que tu penses de... C'est dur je pense que ça se peut pas être tout noir ou tout blanc là-dedans, mais je suis curieuse de savoir ce que tu en penses. Ben nous, on voulait adopter à la banque mixte de la DPJ parce que justement, on se disait, ben il y a plein d'enfants qui ont besoin d'une famille, puis on n'est pas obligé de les fabriquer, on peut les accueillir. Mais ça n'a pas fonctionné. Après 2 ans là, de démarche, puis c'est vraiment très sérieux. Là, je pense que c'est 10 rencontres de 3 heures où est-ce qu'ils te demandent parle-moi de ta relation avec ton père. Ah, mon Dieu, OK. Tes partenaires sexuels, combien? Quelle drogue as-tu essayé dans ton adolescence? Oui. C'est fou parce que si on demandait ça à tous les parents qui fabriquent des enfants naturellement, il n'y aurait pas beaucoup de parents. Là. En même temps, je comprends parce que tu as un enfant déjà traumatisé, tu ne veux pas le retraumatiser. Là, mais comme... Finalement, ça n'a pas fonctionné parce que nos enfants étaient trop jeunes. Fait que on n'a pas été retenus. Mais tu sais, en effet, moi, je pense que si on est capable de créer des systèmes où les parents qui sont compétents, qui sont qualifiés, peuvent accueillir des enfants qui ont besoin d'un foyer, tu sais, tant mieux, commençons par là. En même temps, je trouve que de faire des enfants, c'est au contraire un geste radical d'espoir. C'est de vouloir... c'est de vouloir envoyer dans l'univers une continuité de ce pourquoi tu te bats, de dire, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui se batte après que je sois partie, là, parce que c'est un shit show, puis ça se fixera pas en une génération. Là. Fait que, tu sais, de penser aux prochaines générations, tu sais, justement, c'est une des affaires que j'ai appris dans mes cours d'Inou, que quand tu envisages l'avenir, tu sais, dans certaines communautés, c'est 7 générations à l'avance qu'il faut penser. Mais c'est ça, là. C'est ce genre de pensée-là, que ça nous amène de devenir parents aussi. C'est
c'est ces considérations-là où est-ce que toutes les affaires triviales deviennent tellement ridicules parce que ça te ramène à ton état de primate, là, de mammifère, là, d'être dans une pièce en train d'accoucher puis de donner la vie. C'est comme, il y a comme une affaire vraiment transcendantale là-dedans, mais au-delà de l'expérience comme telle d'enfanter, il y a aussi tout l'émerveillement de voir le monde à travers les yeux d'un petit bébé qui se forme, qui se transforme, puis c'est ça, tu vois tous les conditionnements sociaux qui s'impriment dans son cerveau un par un, puis tu vois comment tu peux, ou pas, parfois, aller déconstruire certaines choses, aller construire mieux, aller peut-être planter des petites graines qui vont devenir des grands arbres dans cette génération. Who knows, tu sais? Fait que non, moi, je pense que c'est un geste radical d'amour puis d'espoir de faire des enfants. Sauf que, bon. Non, mais c'est vraiment une bonne réponse, puis c'est intéressant d'en parler avec toi parce que on a déjà parlé beaucoup de ça, de la maternité. Moi, je sais jamais. On a eu toutes sortes de façons différentes de penser, puis je pense que, en fait, moi, ce que je trouve fou, c'est, puis je dis souvent ça, c'est chiant que ce soit notre génération qui ait besoin de se poser cette question-là. Tu sais, mettons, dans les écrits, tu sais, ben des affaires, on va lire des écrits, des arts, on va s'intéresser sur les autres. Il n'y a jamais de femme qui a parlé... Tu sais, on est la première génération qui doit faire face à ce projet-là de comme... OK, il y a les droits des femmes qui sont affectés, ça va pas de mieux en mieux, on peut faire le choix d'avoir des enfants aussi, c'est pas tout le monde qui avait fait le choix d'avoir des enfants. Fait que c'est comme le premier... je sais plus comment... burden, c'est la première fois qu'on a cette décision-là, puis il y a rarement à qui on en parle de cette affaire-là. Tu sais, on peut pas se dire « Ah oui, check tel film qui parle de ça, parce que tous les films sont faits par des messieurs. » C'est ça, on est les premières à pouvoir en parler, mais il est comme minuit moins une en même temps. C'est qu'on n'a pas comme le temps d'y penser tant que ça, finalement, puis de se pencher là-dessus, tu sais. C'est chiant, mais c'est merveilleux en même temps qu'on ait le choix, tu sais. Oui. Ouais. C'est chiant, mais c'est merveilleux en même temps qu'on soit plus dans ce contexte social où... moins, disons, dans ce contexte social où le purpose d'une femme, c'est d'enfanter, puis d'être une maman, puis de se sacrifier, de s'effacer, de devenir sa personnalité de maternité et rien d'autre. Mais tu sais, quand tu regardes, mettons, des affaires, là, des fois, ça me fait rire là, quand... On leur a dit souvent au podcast, là, mais tu sais, quand les gars disent... les gars artistes vont dire « Tout a été fait! » Tout a été écrit, tout a été fait, c'est sûr, ça va répéter. Puis moi, je suis comme, ouais, tout a été fait par des messieurs, tu sais. Monsieur Blanc, Des messieurs blancs qui ont tout raconté. C'est tellement rare qu'il y ait eu des trucs qui ont par les femmes. Puis moi, des fois, je cherche cette affaire-là, je cherche cette littérature-là, cette perspective-là différente de comme, qu'est-ce qu'on fait avec ce choix-là. Puis il existe très peu cette conversation-là. Puis encore là, puis quand, on le voit là, sur les réseaux sociaux, des fois, quand une femme dit « OK, j'ai pas d'enfant, je décide de pas avoir d'enfant », ben là, elle se fait ramasser de comme « T'es égoïste, tu penses pas aux autres parce que t'as pas d'enfant, tu seras pas une vraie femme parce que tu fais pas d'enfant. » Tu sais, il y a comme tout ce discours-là aussi, il y a comme ce backlash-là qui fait qu'en plus, des femmes qui voudraient en parler, en parlent pas. Fait que je trouve ça le fun, c'est pas la première fois qu'on en parle au podcast, mais en tant que podcast féministe, je pense qu'on a comme pas le choix d'en parler quand même, ça reste quelque chose qui définit les propriétaires d'utérus, là. Ouais. Ben, ça fait un beau lien avec une question qu'on aime poser, la question Belle et Rebelle. Oui. Okay, Geneviève, parce que Belle et Rebelle, c'est un de nos commanditaires, c'est une boutique avec une équipe 100% féminine sur la Plaza Saint-Hubert, je sais pas si tu la connais. Je parler des super nanas. Les Powerpuff Girls, le dessin animé. Belle et Rebelle. Ouais. Ah, il s'appelle-tu Belle et Rebelle? Ben oui. Ah, c'est de là que ça vient. Ah, je savais pas, mais non, je parle de la boutique de fabuleux produits locaux et qui font attention à la planète de la Plaza Saint-Hubert à Montréal. Et dans le fond... Puis, Code farouche. Oui, code promo farouche 15 pour votre On les magasinage, la gang. Ben parce que ça a fait... je fais du pouce avec ce que tu as dit. Toi, Geneviève, est-ce qu'il y a est-ce que tu essaies d'appliquer dans ta vie la notion de décentrer les hommes, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle? Est-ce que tu go out of your way parfois pour encourager exclusivement des femmes volontairement? Ouais. Comme oui. quoi, mettons? Ben, tu sais, juste dans les entreprises que j'ai fondées, comme avec la Tétro, qui est une coop événementielle socialement responsable dans Tétroville, on les salue. Oui. Tu sais, on a fait le choix d'être une entreprise autogérée par des femmes. Il n'y avait pas de monsieur dans l'équipe.
On a tout bâti le branding autour de la figure de la sorcière, puis du fait qu'on on serait probablement sur un bûcher là, si on était à une autre époque, parce que on était vraiment dans un mode de on crée des choses, on défonce des portes, puis on se laisse pas marcher sur les pieds, puis on dit haut et fort ce qu'on pense, puis c'est ça. C'est pas toujours bien vu dans le monde entrepreneurial. Il y a aussi avec Temps public, où est-ce qu'on a vraiment fait le choix d'avoir un CA uniquement formé de personnes non-binaires et de femmes. Donc, il n'y a pas de monsieur sur le CA de Temps public. Puis, tu sais, pour moi, ça enrichit énormément la conversation parce que, oui, le point de vue masculin, il peut faire partie de la conversation, mais il est déjà partout. C'est déjà la conversation. C'est ça. Ouais. Ah, mais on est déjà bien quand il n'y a pas de monsieur autour de la table. Moi, là... Mais tu sais, il y a des messieurs très, très cool, Oui. tu sais. Puis c'est vraiment pas un geste de rejet. C'est vraiment un geste radical de se dire, ben allons à la source des choses. Puis qu'est-ce qu'on ferait si on était juste des madames et des personnes non-binaires à prendre les décisions? Comment ça se passerait? C'est quoi les questionnements qui seraient dans notre cœur? C'est quoi les tensions relationnelles aussi qui vont survenir? Parce que, évidemment, pas parfait, mais non, oui. on reste des humaines, tu sais. Puis comment est-ce qu'on peut vouloir grandir à travers ça? Comment est-ce qu'on peut vouloir devenir des meilleures personnes à travers ça? Puis il y a moyen de faire tout ça dans des équipes mixtes, mais c'est ça. Là, j'ai fait le choix là, depuis quelques années. C'est une phase peut-être. Peut-être que ça va durer toujours aussi. Who knows? Mais j'ai vraiment fait le choix de m'entourer d'équipes où il n'y a pas d'hommes cis, puis c'est rafraîchissant. Ouais. C'est pas toujours facile, du tout. Mais c'est vraiment rafraîchissant de voir que les petits trips d'ego sont ailleurs. Ils sont pas plus là, mais sont ailleurs. Ailleurs comment, genre? Ben, tu sais, je pense que nos conditionnements nous poussent beaucoup à vouloir être comme la femme en contrôle, qui a toute la charge mentale bien en main, là, surtout les personnes qui vont se lancer dans des projets entrepreneuriaux, tu sais, puis d'admettre qu'on a tort ou qu'on est vulnérable ou qu'on a peur. On est tellement... conditionné à ne pas montrer ça quand on est dans un monde d'hommes, comme l'entrepreneuriat. C'est dur de faire le switch. Ouais. D'admettre qu'on a peut-être quelque chose à apprendre de l'autre, d'admettre qu'on s'est peut-être trompé, qu'on a peut-être mal interprété, d'admettre que peut-être que nos insécurités puis notre syndrome de l'imposteur nous fait voir les choses avec un voile. Mais aussi, des fois, d'admettre que, comme on est dans une équipe de femmes, il y a beaucoup de membres de notre équipe qui prennent pas leur place, qui ne sentent pas qu'elles ont leur place, puis mettons celles d'entre nous qui ont réussi à défaire certains conditionnements puis à prendre leur place, mais peut-être qu'elles prennent trop de place et que ça fait en sorte que les autres n'arrivent pas à la trouver, la leur. Et donc, moi c'est vraiment quelque chose que je travaille encore d'ailleurs. Là, je suis quelqu'un qui monte des projets depuis tellement longtemps que j'ai plus peur de prendre. Ouais, t'as un leadership inné, puis tu y vas. Là, en tout cas, inné, je sais pas, mais ça s'est construit. Oui. Puis, je me rends compte que l'espace communicationnel, c'est quelque chose qui rajoute de la charge. Fait que si j'envoie 6 messages sur Messenger parce que j'ai plein d'idées puis ça fuse de partout, ben c'est peut-être envahissant. Peut-être que ça va faire que les autres auront plus envie de mettre leurs idées parce que là, j'en ai envoyé trop. Ou si je parle trop dans un meeting, peut-être qu'après ça devient gênant de me contredire parce que je suis tellement sûre de moi puis j'affirme tellement mes idées que même si j'ai des angles morts, on n'a plus envie de me les dire parce que là, c'est comme si on devenait trouble-fête. Il y a ça aussi. Beaucoup, les femmes, on est conditionnées à ne pas aimer le conflit. Au Québec. Je dis au Québec parce que moi, j'ai une maman égyptienne. Les Méditerranéens, on sac du conflit. On y va dans le conflit. Là. Et on y va à fond. Ouais. Tête première, je mais dirais même. c'est brusquant pour des madames pas méditerranéennes, mettons. Ouais. Mais c'est drôle, ça me fait penser à ce que tu dis puis les raisons du pourquoi des fois il y a des conflits entre femmes. Penses-tu que toute la merde qu'on a reçue pour avoir créé Pas de filles sur le pacing, la merde de nos collègues femmes viendrait en partie de ça? Parce que nous, tout de suite, on a fait « Non, mais c'est des femmes qui étaient tellement à l'aise dans le boys club que là, ils n'aiment pas ça qu'on bouge des affaires. » Mais y a-tu une autre affaire de... C'est confrontant quand nous, on est tellement sûrs de nous puis sûrs qu'on fait la bonne chose puis qu'on prenait parole avec confiance
que ça c'est pue. sûr qu'il y a de ça. Là. Je pense qu'il y a de tout, en fait. Là, quand on a reçu de la merde, il y a de tout. Là. Il y a un mélange de syndrome de la Schtroumpfette, de quelqu'un qui est vraiment contente d'être One of the boys. Ouais, one of the boys, puis elle est vraiment contente d'être là, fait qu'elle va défendre le boys club. Fait que je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a aussi le voyons donc, elle se prenne pour qui de parler comme ça. Je pense que dans tous les milieux en ce moment, on pense que tout le monde est monolithique. Là. On pense que tout le monde est un bloc monolithique. De comme, il y a beaucoup de gens, il y a des filles là, qui nous ont reproché de genre, tu parles pas en mon nom. T'es comme, on n'a jamais dit ça. Non, Mais ça. parce que les femmes prennent pas souvent la parole. Quand elles prennent la parole, par exemple, MeToo, les derniers mouvements féministes, je pense qu'elles parlaient pas mal au nom de toutes les femmes. Là. Quand on parle de arrêtez de nous agresser puis payez-nous un salaire décent, ça parle au nom de toutes les femmes. Mais quand on s'en va et prendre des petites affaires un peu le patriarcat, de façon chirurgicale, j'ai envie de dire, là, comme de enjeu par enjeu, ben là, là, ça peut faire des chicanes, puis là, tu parles pas en mon nom. Je pense que c'est comme un mélange de tout ça quand même. Mais je trouve ça intéressant ce que tu as dit par rapport à prendre la parole, parce que moi aussi, j'y pense au niveau de l'autogestion, puis la démocratie horizontale, puis c'est que la démocratie, c'est pas nécessairement démocratique, parce que quand on prend la parole, c'est une forme de privilège en soi. Ouais. Être un bon orateur, une bonne oratrice, c'est un privilège, puis ça a un pouvoir d'attraction énorme. Oui. Tu sais, moi aussi, je l'ai vu des fois, là, ça fait des conflits dans des moments militants de comme, t'es en train de prendre une décision, j'étais comme, ben non, je suis en train de donner mon opinion. Puis là, j'ai réalisé que j'étais comme, OK, oui, parce que je suis meilleure pour en parler, ben c'est sûr que là, soudainement... Puis c'est vraiment pas contre les autres, c'est vraiment de comme, comment qu'on trouve la façon quand on est... J'ai envie de dire quasiment obsédé par la parole puis la prise de position. Tu sais, comme un bon politicien, c'est un politicien qui est capable de parler au public. Puis t'auras tout le temps les médias, là, au mordu de politique, vont dire « Ouais, il s'est pas super bien exprimé. » Comme ça va être vraiment par rapport à l'expression que tu peux avoir de l'influence. Fait que comment on laisse de la place dans une démocratie horizontale aux gens que c'est pas leur force. Puis je donne un exemple vraiment niaiseux, là. Moi, j'en parle souvent que je suis dans mon maudit CA de syndicat copropriétaire. Puis il y en a un. Il est super bien intentionné, il est super fin, il met vraiment beaucoup d'énergie. C'est pas le meilleur orateur. Puis des fois, quand il s'exprime, les gens pensent qu'il a pas fait ses devoirs. Alors qu'il a vraiment fait ses devoirs, puis on l'a vu travailler, puis on est comme « Ah! » Puis moi, je me dis, je trouve que c'est un des plus gros enjeux qu'on a, c'est comment qu'on règle ça, ce problème de tout est par rapport à la parole. Écoute, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, puis je rencontre encore des obstacles. On n'a pas fini de se poser cette question-là. Je pense que évidemment c'est un enjeu qui est pluriel. Entre autres, moi, j'ai récemment là, j'ai passé des examens neuropsy, puis je me suis découvert une neurodivergence. Yes! Excusez, on aime ça. Oh mon Dieu, je suis vraiment surprise de ta connaissance, Geneviève. Ben, tu sais, je m'en doutais, mais tu sais, je pense que le fait d'avoir la confirmation puis de passer les tests, de savoir à quel point aussi, tu sais, quand tu te fais dire qu'il y a 0,13% de la population qui, leur cerveau marche comme le tien. Ouh, ça met des choses en perspective. T'es comme, tu sais, je pense qu'il y a de ça. On n'a pas tous le même fonctionnement interne, puis même si on est tous entre femmes et personnes non-binaires, des fois, en fait, pas des fois, ça n'efface pas les rapports de privilège inhérents à tout groupe. C'est pas tout le monde qui a la même éducation, c'est pas tout le monde qui a échappé au trauma, c'est pas tout le monde qui a la capacité de s'exprimer, comme tu dis, mais c'est pas tout le monde aussi qui est capable de se remettre en question, puis de se faire challenger aussi bien que l'autre à côté. Puis il y a toutes sortes d'enjeux de choix de communication aussi qui rentrent là-dedans. Moi, je me suis rendu compte, et c'est une des raisons pourquoi je suis allée faire mes tests, je me suis rendu compte que, étant une grande défendresse du collectif et de l'autogestion et des coopératives depuis 15 ans, c'est les structures dans lesquelles je fonctionne le moins bien. Quand c'est moi la boss, pas de problème. Quand je suis le bras droit du boss, pas de problème. Quand les rôles sont clairement définis puis que je peux performer sans cadre qui me limite, tu sais, que je peux vraiment offrir mon plein potentiel à une cause qui me tient à cœur, il n'y a pas de problème. Mais dans les contextes d'autogestion où on présuppose l'égalité et qu'on n'est pas tout égal, on n'a pas tout le même fonctionnement, on n'a pas toute la même capacité, la même rapidité de réflexion, la même aisance, les mêmes privilèges financiers, la même éducation,
les mêmes privilèges de temps aussi, tu sais. C'est pas tout le monde qui a le même temps. Il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a qui sont à la retraite, mais qui sont aux études, mais qui sont... À un moment donné, on n'est pas égal. Et donc, c'est là que ça devient le plus difficile de gager est où ma place dans le groupe. Comment je peux être pleinement moi et comment je peux être pleinement dans le groupe en même temps. C'est un struggle. Oh là 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 là. Je me sens... Ouais. Oh là là. You feel seen? Ça brasse des choses, ça, là. Oh là là. Mais tu sais, il y a de la lumière. OK? Quand j'ai découvert... on n'appelle pas ça un diagnostic parce que c'est pas dans le DSM-5, là, le THPI, mais quand j'ai eu ma confirmation là, de neurodivergence, je suis allée me faire coacher. J'ai découvert avec un des CA là, où je siège une coop qui s'appelle les Sardines. OK. C'est des madames qui, justement, travaillent sur l'autogestion, la sociocratie, la facilitation du travail en groupe. Puis, elle se base beaucoup sur des métaphores tirées de la permaculture, dans le respect du vivant, dans le construire pour demain, dans l'écosystème, l'équilibre. C'est vraiment très rafraîchissant comme analyse, je te dirais. Puis, je suis allée plus loin que leur petite formation, qui est vraiment déjà très le fun. Je la recommande à toutes les organisations qui veulent fonctionner de manière horizontale. Mais moi, je suis allée vraiment me chercher un coaching personnel parce que je savais que j'avais, moi, des patterns qui pouvaient être problématiques dans un groupe pour apprendre justement à m'adapter, être à l'écoute du groupe, mieux fonctionner en autogestion. Puis, bon, je ne dis pas que c'est réglé, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'outils qu'elle m'a proposés qui font plein de sens. Puis, ils ont aussi des outils d'accompagnement où est-ce qu'ils vont faire de la facilitation de rencontres, où est-ce qu'ils vont créer des structures de réunion pour que tout le monde puisse s'exprimer. Emna est comme, je m'inscris tout de suite. Ben là, je suis le site internet. Là, je parle de la coop des Sardines parce que je suis en amour avec eux autres. Allô, la coop des Sardines, on les salue. Mais il y en a sûrement d'autres, là, des professionnels de la gestion horizontale qui peuvent faire ce genre de coaching-là, offrir des structures de rencontres pour libérer la parole, tenir compte des rapports de privilèges, autant que possible agir dans une pleine conscience, en fait, du groupe qui est autour de la table. Puis ça, pour moi, c'est une occasion unique de grandir comme humain, tu sais. Fait que je suis un peu contente même que ça marche pas bien, moi, puis l'autogestion, parce que, crime, j'apprends plein d'affaires en ce moment, là. J'apprends plein d'affaires, puis je pense que je deviens une meilleure humaine, mais une meilleure maman aussi. Ah ouais? Ouais. J'apprends à écouter différemment, j'apprends à m'exprimer différemment, j'apprends à voir la confiance différemment. C'est vraiment... c'est des questionnements super pertinents, puis j'adore ça. Mais c'est fou parce qu'on pense, mettons, on se lance en autogestion. Tu sais, comme nous, on est des travailleurs autonomes, en autoprod, parce qu'on se dit le modèle de genre patron 9 à 5, tout ça ne nous convient pas du tout. Mais après ça, parce que nous aussi, on pense être neurodivergente. Mais ça coûte peu importe ce que cher, disent les trolls sur Internet, parce que les trolls ont bien de la misère avec les gens qui n'ont pas de diagnostic officiel, même si ça coûte 3000$. Puis c'est pas un diagnostic tout le temps. Tu sais, Ça dépend c'est quoi que t'as. Exactement. Effectivement, là, quand tu as dit « I feel seen », oui, « I feel seen » de... Moi, dans ma tête, c'était ça la solution, l'autogestion, mais finalement, ça impose d'autres défis pour des cerveaux comme les nôtres. Ouais. Fait que c'est fascinant de se dire, non, il y a des gens qui vont nous aider dans la solution de l'autogestion à trouver une autre alternative dans l'alternative. Ça va loin, là. C'est ça, là. Ça va loin, mais en même temps, si on est capable d'y arriver, là... Ah, ça serait beau, là. Non, mais tu sais, le modèle que ça peut créer, les apprentissages qu'on fait à travers ça, ça sent la révolution. L'enrichissement que ça amène, tu sais, je veux dire, c'est un acte fortement révolutionnaire, c'est un acte radical que d'aller au fond de ces tensions-là, de se remettre en question, puis de vraiment s'aimer à travers ça, de vraiment s'écouter à travers ça, puis c'est ça que j'espère réussir à faire, mais c'est sûr que c'est ongoing pour toujours, ces apprentissages-là. Oui, il y a aussi la chicanerie qui existe aussi, que j'avais vu. Ils font des ateliers à la Maison du développement durable des fois, là, puis c'est comment apprendre à se chicaner. Comment on règle des conflits, puis comment, tu sais, la communication non violente, de nommer ses émotions au lieu d'accuser, puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que ça commence à arriver parce que je pense que en plus... Tu l'as peut-être vécu aussi, Geneviève, dans le milieu militant ou dans le milieu engagé. On est tellement pressés parce que c'est vrai, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale, puis il faut faire des trucs. Puis on a beaucoup de capitalisme internalisé. On vit dans ce système-là, fait qu'on le reproduit malgré nous. Ouais. Puis on prend pas le temps, des fois, de faire comme...
hey, on peut-tu s'asseoir 2 minutes, puis c'est comment tu files aujourd'hui, puis comment qu'on s'organise, puis on prend pas le temps de se réorganiser, puis alors qu'on est contre la hiérarchie, puis alors qu'on est contre ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'il y a des groupes qui commencent à faire ça, puis que de plus en plus, il y a des militants, puis du monde qui font « OK, non, il faut que je me pose cette question-là aussi. Si je veux être un meilleur humain, c'est pas juste de chanter Kumbaya pour faire des câlins à des arbres, c'est aussi de me poser des questions moi-même, puis de me voir moi-même, parce que si je veux changer, tu sais, on dit souvent, là, act local, think global. Ouais. Ben, local, c'est ton quartier, mais c'est aussi toi. Puis tes amis, Ouais. puis ta famille. Ouais, Puis, c'est ça. Puis tu sais, on oublie parfois de le dire, mais je vais quand même le dire encore. Tout ce travail-là sur soi, tu sais, moi j'ai souvent entendu, il faut avoir fait une thérapie pour être capable de faire de l'autogestion. Tu sais. Mais attention, là, ce travail sur soi-là, c'est un privilège en soi. Oui. D'être capable d'avoir l'éducation, la solidité émotionnelle, la santé mentale, les outils, les ressources pour faire ce travail-là sur soi, pour devenir un meilleur humain puis créer des systèmes autogérés qui peuvent fonctionner en tenant compte des inégalités inhérentes. Ça, c'est un privilège. Militer, c'est un privilège. Faire du zéro déchet, c'est un privilège. Ben oui. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des sacrifices. T'es une maman monoparentale au salaire minimum qui a 2 jobs, là. Tu t'es encore liste de ton recyclage. Mais c'est que, tu sais, c'est un privilège Ouais. que de pouvoir vraiment être aligné avec tes valeurs dans tes actions au quotidien. Puis c'est pas juste un privilège matériel, là, c'est un privilège éducationnel, puis évidemment historique, là. Merci tellement, Merci, Geneviève. On aurait pu faire encore une fois 14 épisodes juste avec toi. Merci de nous avoir donné du temps entre 3 réunions de CA. Oui, puis, c'est ça, tes enfants, ta puis- coop, tout ça. Il y aura un petit extra avec Geneviève pour les gens qui sont abonnés Patreon. On fait une petite prolongation un petit peu juicy juste après avoir fini cet épisode. Donc, patreon.com/farouche si jamais vous voulez vous abonner. Exactement. Merci donc à Pivot pour le prêt des locaux et l'équipement. Merci à la Halte pour le bel accueil. Merci à Belle et Rebelle pour leur soutien indéfectible. Code promo, je vous le rappelle, Farouche15 pour votre magasinage en ligne et en boutique. Merci à toi, Coralie Laperrière. Merci à toi, Emna Achour. Et on va avoir encore plein de beaux épisodes estivaux à vous présenter. Allez regarder ça, parlez de Farouche à vos amis, à votre famille. Soyez fatigante avec ça. Surtout avec ces beaux épisodes-là qui vous encouragent à être des meilleures humaines. C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs de ce format-là estival. Peut-être que si vous aimez ça, on va continuer à en faire dans l'année entre 2 épisodes devant le public. Qui sait? Oui, qui sait. Et laissez-nous un avis sur les plateformes de balado. Ça aide l'algorithme et le fait qu'on soit découvert par d'autres personnes. Et laissez-nous un petit 5 étoiles également. Puis Geneviève, on te suit où? Est-ce qu'on suit tes projets? On suit la Tétro? Oui, on peut suivre la Tétro, on peut suivre Temps Public aussi. Il y a des petites surprises dans les cartons sur la page de Temps Public qui s'en viennent. Des beaux projets féministes sur les violences transphobes et queerphobes en région. Aussi une pièce sur la sororité des jeunes mamans. Donc, allez voir ça. On va vous donner des nouvelles bientôt. Parfait. Merci Geneviève. Merci. À bientôt les Farouches.